Hello à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Off the Mat. Je ne pensais pas un jour, je dois l'avouer, aborder ce sujet-là. Et j'en parle pas énormément sur les réseaux sociaux parce que c'est pas vraiment un sujet que j'avais envie d'aborder parce que c'est, je pense, un sujet un peu, entre guillemets, polémique. Et c'est pas trop mon objectif de faire des polémiques tout simplement. Bien que je pense que le débat est important et recevoir des avis divers est toujours très enrichissant. Mais voilà, le rapport au corps, c'est un sujet qui est assez tricky, en particulier sur les réseaux sociaux. Et j'ai pas trouvé qu'Instagram, selon moi et selon ma manière de communiquer, était le meilleur support pour vraiment aborder ce sujet qui, je pense, est un peu délicat. Et les podcasts, c'était aussi un moyen de base de pouvoir m'exprimer, de pouvoir parler avec beaucoup de sincérité et beaucoup d'authenticité. Donc voilà, c'est parti pour parler d'acceptation du corps. Vous savez, ici, mon but, c'est aussi d'aider et d'inspirer en reliant tout ce qu'on peut trouver dans la philosophie yogique et en l'appliquant à notre société et à nos mots actuels. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidée justement dans mon processus d'acceptation du corps. Et je parle encore de processus parce que je cesse de le répéter, mais je pense que l'amour de soi et l'acceptation du corps, qui sont d'ailleurs les deux concepts que je vais aborder dans cet épisode, c'est un travail d'une vie. Très sincèrement, je pense qu'on a toujours des hauts et des bas, c'est clair. Il y a des moments où on se sentira mieux avec soi, des moments où ce sera peut-être un peu plus difficile. Et le fait d'avoir des petits reminders, des petits tips qu'on peut appliquer à soi au quotidien nous aide clairement à ne pas se tirer vers le bas. Au contraire, à se trouver soi-même les réponses pour se tirer vers le haut. Dans la philosophie yoga, on parle des koshas, qui sont en fait les enveloppes de l'âme. C'est une structure qu'on va appliquer aussi bien aux hommes qu'aux animaux, aux plantes et globalement à tout être vivant. Donc vous l'aurez compris, dans la philosophie yoga, on ne fait pas vraiment de distinction au final entre les êtres vivants. Tout le monde est intégré un peu dans le même sac et voilà, c'est quelque chose quand même d'hyper positif dans cette démarche philosophique. On est dans une époque qui est un chouïa matérialiste. On est habitué à nous identifier au final à un corps, ou du moins à une position sociale, et un peu à nous catégoriser, à nous mettre dans des cases. Je suis grand, je suis petit, je suis un peu plus rond, un peu plus maigre, je suis blanc, je suis noir, etc. Donc on a toujours ce rapport au je, au moi, et donc à l'ego qui revient en permanence, et ce rapport un peu individualistique est directement lié à notre rapport avec notre corps et du coup à notre enveloppe physique. Dans les Védas, on parle de 3 parties qui vont constituer tout un système qui va former chaque être vivant. Et c'est là-dedans, en fait, dans cette structure tripartite qu'on va retrouver nos 5 koshas. Donc les 3 parties qui constituent chaque être vivant sont le corps physique, le corps subtil ou énergétique, et enfin le corps spirituel qu'on va aussi appeler l'âme. D'ailleurs, j'aime bien comparer ce concept au principe des poupées russes, et je pense que ça vous permettra aussi de visualiser le concept et de comprendre. D'ailleurs, si vous tapez Kosha sur Internet, vous retrouverez des images, des dessins qui représentent vraiment l'être avec ses différentes couches, et je trouve qu'on retrouve vraiment cette image de poupée russe. Dans le corps physique, on va trouver donc le premier kosha qu'on appelle Annamaya Kosha. C'est en fait l'enveloppe qui va être la plus dense. C'est celle qui est composée vraiment de tous les éléments chimiques, atomes, molécules qui proviennent de notre nourriture. Et tout ça va former entre autres nos muscles, notre peau, nos dents, toutes nos cellules, etc. Et c'est dans cette couche qu'on va retrouver nos 5 éléments qui sont la terre, l'eau, le feu, l'air et l'espace.
Dans notre deuxième partie, qui est donc le corps subtil ou énergétique, on va retrouver 4 koshas. Donc là encore, on part du plus superficiel de nos enveloppes à l'enveloppe la plus subtile. Donc la première couche du corps subtil, c'est Pranamaya Kosha, c'est l'enveloppe du prana. Donc le prana, c'est la force vitale, c'est notre énergie. Cette couche, cette enveloppe, elle va être constituée par notre réseau de nadis, dans lequel va circuler notre énergie, donc notre prana. Et c'est elle qui va permettre la vie à notre corps visible. En dessous, on va retrouver Manomaya Kosha, qui est notre mental, donc notre manas. C'est le psychisme en général, c'est-à-dire tous les mécanismes de conscience de veille, notre état durant l'incarnation, etc. C'est aussi ce qu'on appelle l'inconscient. En dessous, on va retrouver Vijnanamaya Kosha, qui est au final l'enveloppe qui est reliée à notre connaissance de ce qui est au-delà de l'ego et de l'intellect. C'est la couche du mental supérieur, de l'intelligence intuitive, etc. Juste en dessous, on va enfin retrouver Anandamaya Kosha, qui est au final l'enveloppe causale, l'enveloppe la plus subtile, qu'on va appeler en fait le reflet de notre âme. Et en dessous, donc d'Anandamaya Kosha, qui est notre 5e kosha, on va retrouver Atman, l'âme, qui au final est la partie la plus subtile de notre être. Donc si on suit ce principe philosophique, on est tous des couches d'énergie qui vont vibrer à des fréquences différentes et qui vont un peu s'entremêler les unes et les autres. Il n'y a aucune séparation entre ces différents koshas. Tous ces koshas sont indissociables et chacun d'entre eux va être relié à des parties bien spécifiques de nous-mêmes. Et ces parties agissent en interaction. On est tous formés d'enveloppes qui vont recouvrir notre âme. Ce qui veut dire, si on écoute et qu'on suit bien cette philosophie, c'est que l'essence de qui l'on est, l'essence de notre être, la partie la plus singulière, la partie la plus belle et subtile, c'est notre âme. Cette âme est donc recouverte de 5 couches qui vont apporter de la matière, de la texture à qui l'on est vraiment. Mais ce ne sont pas en fait ces couches qui réellement définissent l'essence même de qui l'on est. Et via ce principe, via cette philosophie, j'ai réussi justement à entreprendre un chemin et un processus d'amour de moi et d'acceptation de mon corps. C'est un concept qui m'a permis de comprendre que, premièrement, ma valeur n'était absolument pas définie par mon enveloppe physique, parce que, comme je viens de vous l'expliquer, l'enveloppe physique, au final, c'est ce qu'il y a de plus superficiel. C'est ce qu'on va voir, ok, c'est ce qui est visible aux yeux des autres et au vu de la société, mais ce n'est pas qui l'on est. C'est presque, j'ai envie de dire, un 6e de qui l'on est vraiment. Ensuite, ça m'a aussi permis de comprendre que ma valeur, elle se définissait donc par un tout que je forme, qui inclut, oui, certes, mon corps physique, mais pas que, aussi mon mental, donc mon intellect, mes émotions, mon âme, et aussi que mon corps, et donc que l'image que renvoie mon corps, ça représente tellement peu de qui je suis vraiment. Et de cette conclusion et de cette compréhension, je me suis dit, mais pourquoi au final on accorde autant d'importance en fait à notre enveloppe physique ? Pourquoi on choisit au final de faire une fixette sur elle en particulier ? On a 5-6 couches. Pourquoi on s'attarde et on donne autant d'importance à l'image qu'on renvoie ? Tout simplement parce que cette enveloppe physique, ce corps, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui est visible. C'est la partie un peu visible de l'iceberg, comme on dirait. Et c'est elle qui va véhiculer notre incarnation. Mais il faut comprendre que le corps physique n'est pas le seul à définir qui l'on est. Et qu'on est tellement plus que ce simple corps physique. Pourquoi, de ce fait, on porte une attention particulière au corps physique ? Et je pense que vous aurez trouvé la réponse au travers de mes mots, mais c'est tout simplement le regard des autres et de la société. Ça fait aussi un petit peu écho avec le rapport qu'on peut avoir avec les réseaux sociaux, parce que je pense vraiment que les réseaux sociaux aujourd'hui incarnent notre société
et qu'on a un vrai phénomène de comparaison et d'identification qui se fait au travers les réseaux sociaux. Mais voilà, ça reste aussi un sujet, je pense, à part qu'on pourrait extrapoler pendant des heures. Et ce n'est pas vraiment le sujet de cet épisode, mais le regard des autres et la société font qu'on se focalise autant sur l'image qu'on renvoie. C'est la seule chose qui nous crée des blocages et qui entretient au final peut-être des sentiments négatifs à notre égard, que ce soit des sentiments négatifs envers notre corps physique visible, mais aussi par rapport à soi-même et par rapport à notre valeur. Peut-être qu'on ne se trouve pas drôle, peut-être qu'on ne se trouve pas suffisamment intelligent, peut-être qu'on ne se trouve pas suffisamment beau et belle. Mais tout ça, en fait, c'est forcément lié à l'image qu'on va renvoyer. Si au final, on vivait H24, 7 jours sur 7 chez soi, sans jamais voir personne, si c'était vraiment le commun des mortels de vivre comme ça, est-ce qu'au final, on se préoccuperait vraiment de notre image ? Et si on est sincère, on dira que non. La preuve, c'est souvent quand on est seul. Alors, vous, je sais pas, mais moi, en tout cas, c'est le cas. Quand je suis seule chez moi, je me contente de ne pas me coiffer, de ne pas particulièrement faire d'efforts sur ma tenue, de ne pas me maquiller. Bon, ça, je ne me maquille pas de façon générale, mais voilà, je pense que quand on est chez soi, on aime être chez soi seul parce qu'il n'y a pas le regard des autres pour venir, entre guillemets, porter un jugement ou une critique sur l'image qu'on va renvoyer. Et si on est encore une fois sincère avec soi-même, on pourra aussi admettre que c'est à ce moment-là qu'on ressent un vrai sentiment de sécurité, mais aussi un sentiment de bien-être et surtout de liberté. La liberté d'être qui l'on est vraiment, sans se préoccuper vraiment de ce que les autres vont pouvoir penser de nous. Si on rentre dans un moule spécifique, si on est suffisamment jolie, si on est suffisamment drôle, si on est suffisamment intelligent, intelligente, tout ça n'a pas de sens et n'a pas d'intérêt. Quand j'ai fait mon teacher training, notre prof de philo nous avait fait expérimenter la danse libératrice. Et donc on s'est mis à danser sur de la musique et on s'est rendu compte qu'on rigolait, qu'on souriait, qu'on ne se posait pas vraiment la question de savoir quel regard les autres pouvaient porter sur nous, puisqu'au final on était tous en train d'effectuer la même action au même moment. Et le fait de savoir justement qu'on était tous dans le même sac, et aussi évidemment dans un cercle bienveillant, nous faisait nous sentir hyper bien, et c'est ce qu'on appelle justement le sentiment de bonheur ultime. En anglais on parle de bliss, de blissfulness. C'est au final un peu l'éveil, samadhi, un peu le nirvana, la liberté ultime. Et c'est quand on arrive au final à sentir cette liberté, à se dissocier du regard des autres pour être finalement soi, qu'on est le plus heureux et qu'on se pose au final même plus la question de savoir si on s'aime ou si on ne s'aime pas. C'est presque, j'ai envie de dire, une fixette occidentale de savoir à quoi on ressemble, une fixette de personnes privilégiées. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont tellement plus importantes que de savoir ce que les autres pensent de nous. Les textes védiques disent que la triple nature de l'âme, c'est Sat, Chit, Ananda. Sat, c'est éternité, Chit, c'est la connaissance, et Ananda, c'est la béatitude. Donc une fois que chaque être prend véritablement conscience de sa nature spirituelle, il oublie le monde des apparences. Le monde des apparences, c'est ce qu'on appelle Maya, l'illusion. Et c'est alors qu'il atteint l'éveil, Samadhi. Donc c'est exactement ce que je vous disais avec cet exemple de la danse libératrice et cathartique, avec cette capacité à se dissocier du regard et du jugement des autres, qu'on atteint le bonheur ultime. L'objectif est donc de parvenir à tourner son regard vers l'intérieur pour y déceler justement toutes les couches qui nous constituent. Et c'est aussi en ça l'objectif du yoga. L'idée, c'est de vous faire comprendre que derrière le terme yoga, il y a bien plus que la pratique physique. Donc quand j'utilise le terme ici de yoga, je parle vraiment du yoga dans le style de vie et dans la manière d'approcher la vie, d'approcher son rapport à soi et aux autres.
Dans cet épisode, on parle d'acceptation du corps et on parle d'amour de soi. Et ces deux concepts qui sont au final un peu différents, bien que très liés. Pour moi, accepter son corps, et vous me direz si vous êtes d'accord, mais pour moi, accepter son corps, c'est quelque chose d'un peu plus spécifique. Je dirais, c'est accepter notre constitution extérieure, et donc accepter le regard, l'opinion que les autres vont porter sur nous. Tandis que l'amour de soi, ça va être quelque chose de beaucoup plus grand. C'est vraiment s'accepter entièrement et accepter ce tout de qui l'on est. L'autre notion qui différencie acceptation du corps et amour de soi, c'est accepter son corps. Pour moi, c'est le tolérer et donc avoir des sentiments qui sont neutres vis-à-vis de notre corps. J'accepte mon corps tel qu'il est, je suis ok, mais je porte pas de sentiments ni positifs ni négatifs. S'aimer à l'inverse, selon moi, c'est vraiment porter des sentiments qui vont être positifs. Quand on a de l'amour envers quelqu'un ou envers soi, on cultive quelque chose de positif, quelque chose qui va nous tirer vers le haut. Dans mon rapport au corps et dans mon rapport à moi, mon propre corps, j'ai longtemps et même d'ailleurs toujours eu une relation un peu complexe avec mon physique parce que j'ai grandi en faisant au final une activité physique. J'ai commencé très tôt la gymnastique. Donc j'ai construit au final une structure physique assez musclée. Et j'ai toujours eu un corps relativement musclé, donc très tôt. Ce qui m'a longtemps complexée et qui, je vous le cache pas, continue de me complexer. Même si pour beaucoup, c'est quelque chose de beau. Et d'ailleurs, parenthèse, on trouve toujours que c'est beau chez les autres avec énormément de sincérité. Parce que moi, quand je vois des filles qui sont très musclées, je trouve que ça dégage tellement de force et tellement de charisme. Je trouve ça tellement beau. Et pour autant, j'ai énormément de mal à l'accepter sur mon propre corps. Je suis très complexée par mes bras. Je pense que ça, j'en avais déjà un petit peu parlé, mais je suis très complexée par mes bras, que je trouve très, très masculins, par exemple, parce qu'ils se musclent assez facilement. Et par exemple, c'est pas une partie du corps que je muscle. Elle se muscle un peu toute seule au fil de mon activité et j'ai pas envie justement de la muscler plus parce que c'est quelque chose qui me complexe. Et de fait justement de ce parcours, mon corps a beaucoup changé au fil des années et au fil aussi de mon rythme de vie. Et j'ai grossi, j'ai maigri, j'ai grossi, j'ai remaigri, etc. Et c'est vrai qu'on nous parle aussi beaucoup de poids de forme, on nous parle de poids santé, etc. On nous parle d'indice de masse corporelle. Et quand on me dit, de toute façon, c'est ta constitution d'être fine, j'ai souvent envie de répondre, non, en fait, j'en sais rien. Et qui en sait quelque chose après tout ? Qui en sait quelque chose de savoir si je suis censée être très mince ou pas ? Est-ce que notre constitution est, j'ai envie de dire, permanente ou c'est au final quelque chose qui a pour objectif d'évoluer en vieillissant. Et ça, j'aime bien le rattacher aussi à l'Ayurveda où, vous voyez, on parlait de constitution d'origine prakriti et de constitution à l'instant T, vikriti. Est-ce qu'au final, en vieillissant, nos doshas, notre prakriti évoluent pas vers quelque chose d'un peu différent ? Bien évidemment, la réponse est oui. Et c'est en ça que c'est aussi intéressant d'évaluer notre rapport au corps. Parce que même si à un instant T, vous allez accepter votre corps tel qu'il est, ça restera toujours un processus d'une vie parce que votre corps, même si vous l'avez accepté à un instant T, à l'instant T plus 1, il sera peut-être différent. Et ce sera à nouveau un travail d'adaptation psychologique à effectuer. Parce que dès qu'on prend un peu de poids, dès qu'on perd un peu de poids, les gens le voient, les gens commentent, et en particulier sur les réseaux sociaux ou via des photos. J'ai remarqué que les gens avaient beaucoup moins de filtres. Et c'est parfois difficile en fait d'appréhender ce genre de messages, de commentaires, parce que peut-être que les personnes derrière leur écran ne se rendent pas forcément compte, mais il peut y avoir une réelle démarche maladroite et on peut vraiment venir heurter la sensibilité de quelqu'un. Et c'est aussi un peu un des objectifs de ce podcast, c'est de vous faire comprendre que
chaque personne, vous y compris évidemment, ne va pas se définir par son enveloppe physique et que porter un jugement sur soi ou sur les autres n'est pas intéressant, ne sert personne en fait et que tout simplement on s'en fiche. Il y a aussi ce côté, je pense, d'image qu'on a à l'instant T et de ce fait d'identité qu'on se construit dans le temps. C'est-à-dire, et je m'explique, si je me prends en exemple, qui suis quelqu'un d'assez fin, j'aurais tendance à me dire que voilà, c'est mon identité d'être quelqu'un d'assez fin, d'assez musclé, pourquoi pas d'ailleurs yogi et de faire des acrobaties. Mais si demain je choisis de prendre du poids, si demain je choisis d'arrêter le yoga, ce sera, je pense, nécessairement une démarche assez difficile à appréhender parce que ça voudra dire que toute l'identité que j'ai construite va se déconstruire et en soi, je vais perdre mon identité. Et c'est en ça que porter un jugement sur le corps de quelqu'un, ça peut être hyper déstabilisant et ça peut avoir un impact hyper néfaste parce que ça va nécessairement entraîner la personne à se remettre en question et à se demander si perdre son identité, même si c'est une identité qui ne lui sert pas et qui n'est pas saine, est-ce que ça ne va pas lui faire perdre également de sa valeur ? Notre valeur réside dans notre âme, donc dans notre couche la plus subtile. Quoi qu'on fasse avec notre enveloppe physique, notre enveloppe extérieure, peu importe le changement, l'impact qu'on aura sur elle, ça ne changera jamais la qualité de notre âme et donc la qualité de notre vraie valeur, de notre vraie identité. J'ai parfois encore des pensées négatives par rapport à mon image et c'est pas parce que je suis sur les réseaux, c'est pas parce que je fais ce podcast que tout est le plus beau dans le meilleur des mondes. Évidemment, on est tous des êtres humains, on a tous des émotions, on a tous un rapport parfois difficile avec son image, avec le regard des autres. Et étrangement, j'ai jamais eu vraiment le sentiment de mon côté que les pensées parfois négatives que je pouvais avoir étaient nécessairement liées à une peur du jugement. C'est un peu un deuxième axe que je voulais aborder ici, mais c'est que pour ma part, mon sentiment d'insécurité est plutôt lié au fait que je ne m'aime pas suffisamment, ou du moins autant que je le devrais. On a tous une valeur intrinsèque. Et j'en parlais dans mon podcast précédent sur la vulnérabilité, où je disais notamment que la société nous avait inculqué qu'on avait de la valeur que si on avait du succès et que notre succès se définissait par la quantité d'accomplissements concrets qu'on pouvait effectuer dans une vie, alors qu'en fait, pas du tout. Le fait d'arriver à développer un amour de soi réel, dans toute notre globalité, savoir être capable de se mettre devant un miroir, de se regarder, de se dire je suis beau, je suis belle, je suis intelligent, intelligente, je suis drôle, c'est avoir franchi une réelle étape sur laquelle moi-même je travaille encore. Mais dans tous les cas, entretenir quelque chose de négatif envers soi, c'est forcément néfaste. Et entretenir ce genre de sentiment, c'est pas se rendre service, clairement pas, et c'est absolument pas avancer vers la voie du bonheur. Pour atteindre le bonheur, pour atteindre cet état de béatitude, on a besoin de s'aimer. Parce que sans se le cacher, le bonheur ultime, on l'acquiert dès lors qu'on s'est libéré de toutes ces choses qui ne nous servent pas. C'est quand notre esprit est libre d'être qui il est vraiment. Et c'est quand le jugement des autres n'importera plus. Et c'est pas quand on tolère ou juste qu'on accepte simplement son image ou son corps, mais c'est vraiment quand on l'aime, c'est-à-dire quand on a des sentiments positifs envers lui. C'est donc ça, l'amour de soi, c'est cultiver des sentiments positifs, et vraiment, j'accentue le terme positif. C'est se porter de l'affection, c'est être capable de se regarder dans le miroir. Et déjà, d'ailleurs, j'ai envie de dire presque, juste se regarder dans le miroir, parfois c'est quelque chose de difficile, et j'ai des jours où clairement, j'ai pas envie. J'ai pas envie de me regarder, et ça devrait pas, en fait. On devrait pas avoir honte, on devrait pas avoir envie de baisser la tête quand on se voit dans une vitrine, on ne devrait pas avoir envie de se fuir du regard, on devrait au contraire être capable de se regarder et de poser son attention sur tout ce qui fait notre beauté, que ce soit la forme de sa bouche, un détail, un grain de beauté, une mèche de cheveux de travers, etc. Tout ce qui au final va faire notre singularité.
Parce que s'aimer, c'est clairement se porter un regard bienveillant envers qui l'on est, pas seulement son enveloppe physique, mais aussi vis-à-vis de son âme et vis-à-vis de toutes les couches qui recouvrent notre âme. Aujourd'hui, j'apprends encore à accepter mon corps. C'est un travail du quotidien. Ça signifie aussi d'accepter de lâcher prise sur son image pour laisser à son corps la liberté de prendre forme, de prendre la forme qu'il est censé avoir. Et en ça, je vous encourage vraiment à ne jamais vraiment porter un avis vraiment défini sur le physique de quelqu'un. Et si quelqu'un d'ailleurs vous demande son avis, je vous encourage plus à laisser des portes ouvertes en lui posant des questions sur son rapport au corps, parce que personnellement, toutes les personnes que je vois, que je rencontre, je les trouve belles. Avec la plus grande sincérité du monde, je les trouve belles parce que pour moi, elles ne se définissent absolument pas par le fait de rentrer, j'ai envie de dire, dans des standards de la société, mais par qui elles sont vraiment et par toute l'énergie, toute l'aura qui va jaillir de cette enveloppe superficielle. Il y a une citation du Dalai Lama que j'aime beaucoup en anglais qui dit « We can never make peace in the outer world until we can make peace within ourselves ». Ça veut dire qu'on ne pourra jamais être en paix avec le monde qui nous entoure, avec autrui, si on n'arrive pas à trouver cette paix intérieure. Il y a 3 choses, moi, qui m'aident au quotidien et qui m'ont aidée dans ce processus, dans cet apprentissage d'amour de moi et d'acceptation de mon corps. La première chose, c'est évidemment le yoga. Déjà, mettre une tenue de yoga, une vraie tenue de yoga, ça a été un des premiers challenges que j'ai dû traverser parce que clairement, mettre un legging qui me collait, me mettre en brassière, donc montrer des parties visibles de mon corps, ça a été extrêmement difficile. Et je vous avoue pas que la première fois que je l'ai fait, je me cachais un petit peu. J'avais un petit peu honte, je sentais que j'étais un petit peu rouge, peut-être que je transpirais un petit peu. Et j'ai commencé ma pratique un petit peu en regardant autour de moi, en me disant, voilà, si je fais ce geste-là, si je fais cette posture-là, peut-être qu'on verra plus mes côtes, peut-être qu'on verra plus mes hanches, et peut-être que les gens vont me juger. Et j'en avais déjà parlé, mais le yoga et globalement tout espace physique dans lequel vous vous retrouverez pour faire du yoga avec des personnes qui ont la même démarche et les mêmes valeurs que vous, donc liées à la philosophie yoga, ne porteront consciemment et même inconsciemment aucun regard ou avis critique sur votre physique, parce que on n'est pas sur un tapis de yoga pour se retrouver dans la société dans laquelle on vit au quotidien. On est au contraire là pour trouver une forme de soutien et une forme de liberté. Et devoir me mettre dans cette tenue inhabituelle et de ressentir aucun jugement, juste une bienveillance ultime, m'a clairement aidée à accepter mon corps et de me dire ok, en fait moi je suis comme ça et c'est ok, en fait, c'est génial d'être comme je suis, et c'est important de l'embrasser à l'instant T. Peut-être qu'à l'instant T vous ne vous aimez pas tel que vous aimeriez vous aimer, peut-être que vous n'êtes pas l'image que vous devriez être, et là encore je mets des gros guillemets, mais ça ne vous empêchera pas de vous aimer tel que vous êtes et d'embrasser la personne que vous êtes à l'instant T. Le yoga, c'est aussi quelque chose qui m'a aidée dans ma reconnexion à moi par le mouvement. Et j'aime inviter dans mes cours au mouvement par l'intuition. J'aime inviter à fermer les yeux et à se reconnecter à soi. Je reçois parfois des messages de personnes qui me disent qu'elles n'osent pas parce qu'elles n'ont jamais pratiqué hors de leur propre chez-soi. Et que c'est difficile en fait de sortir aux yeux du monde. Alors peut-être pas forcément pour une problématique d'image ou d'acceptation du corps, parfois un peu plus de comparaison en termes de performance. Mais le fait de fermer les yeux vous reconnecte à vous et vous reconnecte à vos sensations et vous permet aussi de vous reconnecter à votre âme et à cette enveloppe qui est au final la plus subtile. Et j'aime inviter à fermer les yeux parce que c'est dans ces moments-là en fait qu'on est bien et on ressent une vraie paix intérieure et on se sent vraiment déconnecté de tout le monde qui nous entoure, et c'est clairement une forme de méditation.
Aussi, le yoga, c'est rentrer dans un espace qui est bienveillant. Et c'est un espace où le jugement n'existe pas. Une autre chose qui m'a beaucoup aidée, c'est le fait de développer la pensée positive. Parce qu'un autre de mes complexes, ça j'en ai jamais parlé, donc breaking news, mais certains de mes proches le savent. J'ai un gros complexe sur mon coccyx parce que mon coccyx ressort énormément. J'ai un petit déplacement de vertèbres lié à mes années de gymnastique. Donc j'ai un coccyx qui ressort énormément. Et en fait, une fois, j'en ai parlé à une amie qui je pense, se reconnaîtra et écoutera ce podcast. Et une fois, tout naturellement, elle m'a dit, avec la plus belle des douceurs et le plus beau des sourires, « ta petite queue de dinosaure ». En fait, c'est un truc qui est resté depuis toujours. Et à chaque fois que j'ai envie de pleurer parce que j'ai mal à mon coccyx ou que j'ai envie de pleurer parce que sur la photo, je ne vois que mon coccyx qui ressort, en fait, je me rappelle ces mots, cette petite queue de dinosaure. Et je me dis que, en fait, c'est mignon et c'est aussi ce qui fait qui je suis. Et de toute façon, je ne peux rien y faire à ce coccyx, il est là. Et il a la forme qu'il a et c'est très bien. Je l'envisage un peu comme une cicatrice. Et j'ai toujours trouvé que les cicatrices visibles étaient quelque chose d'extrêmement beau parce que c'était un peu la représentation de toutes les épreuves et de tous les challenges qu'on a pu parcourir dans nos vies. Et vouloir couvrir une cicatrice, alors c'est un choix, mais souvent quand on a envie de recouvrir une cicatrice, c'est parce qu'on a un complexe esthétique. Et je peux l'entendre totalement, il y a des cicatrices qui sont clairement beaucoup plus proéminentes que d'autres et beaucoup plus gênantes. Et ça, vraiment, je ne porte aucun jugement là-dessus et je suis tout à fait consciente et je comprends toutes ces personnes qui veulent les cacher et qui vivent de réelles complexités. Mais c'est aussi développer la pensée positive par rapport à ces petites choses de notre physique qu'on a du mal à accepter. Et c'est en ça qu'on arrive à développer une forme d'affection. Suivre des comptes inspirants sur les réseaux sociaux, c'est aussi quelque chose qui m'aide. Et je vous encourage à faire le tri en fait, dans les comptes que vous suivez. Si des personnes en fait, qui émanent quelque chose qui a un impact un peu négatif sur vous, sur votre rapport à vous-même, sur votre rapport à votre corps, je vous encourage à ne plus les suivre, tout simplement parce que les réseaux sociaux, c'est quand même censé être un espace bienveillant, c'est censé être un espace dans lequel on se sent bien. Et il n'y a pas de gêne à se désabonner d'un compte, il n'y a rien de violent, il n'y a rien de grave. C'est au contraire arriver à être en accord avec soi-même et à ne pas nier non plus et à vraiment se créer un espace de self-care, un espace bienveillant où on pourra cultiver l'amour de soi. Et enfin, la troisième chose qui m'a beaucoup aidée, qui m'aide encore, c'est systématiquement d'arriver à lâcher prise sur la comparaison. On est tous différents, je ne cesserai de le répéter. C'est cette diversité qui fait la beauté du monde. On a tous une constitution différente, ça aussi on l'a vu avec l'Ayurveda. On est tous uniques, on est tous constitués d'une façon bien singulière qui nous caractérise et ce qui fait clairement qui l'on est. On est tous différents, on est tous faits différemment, on a tous une constitution qui est différente. Et plutôt que de se focaliser sur ce que vous n'avez pas, je vous encourage vraiment à vous focaliser sur ce que vous avez. Parce que croyez-moi, vous êtes incroyablement beau et belle. J'espère que cet épisode vous aura plu, qui vous aura inspiré, qui vous permettra de développer plus d'acceptation de qui vous êtes, d'acceptation de votre corps dans son entièreté et bien sûr beaucoup plus d'amour de soi. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de mon podcast Off the Mat.